Bonjour à tous, donc je suis en compagnie d'Alex Nikolaevich, auteur au Mouton électrique, mais aussi scénariste de BD. Mais aujourd'hui, on va plus se centrer sur ton travail d'écrivain. Alors, on a failli se rencontrer aux Imaginales 2022. Donc, ce genre de festival est toujours une foultitude de rendez-vous ratés. C'est ça, et du coup, on s'est quand même dit qu'on pouvait se croiser. Donc, c'est une interview Imaginale 2022, un peu en retard, mais... En délocalisé. En délocalisé, exactement. Et écoute, Alex, merci beaucoup d'être là, parce que nous, on a sur le site de Sci Fantasy, on a énormément apprécié Lancelot, Arrivette en armes. Donc il y a une particularité dans le titre de ton roman, c'est que Lancelot, tu l'écris avec un apostrophe. Voilà, c'est un jeu, il y a un jeu sur les mots, j'adore ça. Et en fait, il y a une étymologie possible du nom de Lancelot. Alors, il y en a plusieurs et les spécialistes s'écharpent à ce sujet. Mais bon, moi, à la limite, je ne suis pas spécialiste et surtout, je suis là pour raconter des histoires. Donc je peux choisir, dans les sources et dans les faits historiques, enfin dans les hypothèses historiques, celle qui m'arrange. Donc Lancelot, le mot Ancelot en fait pourrait venir du latin, c'est une des théories, et signifier le petit serviteur. Et un chevalier au service d'un roi qui commence sous forme de petit serviteur, donc une espèce d'écuyer, ça m'intéressait parce que ça me donnait une clé d'accès au personnage de Lancelot, qui sinon est dans la légende, il est un petit peu monolithique, c'est le plus grand chevalier, pas mal, j'ai rencontré pas mal de lecteurs qui me disaient, moi à la base, Lancelot c'est un personnage que j'aime pas trop parce qu'il est trop parfait, il est trop ceci, il est trop orgueilleux, etc. Il trahit aussi à la fin. Enfin, il trahit, ça dépend des versions, ça dépend comment, mais c'est un personnage qui est monolithique et puis qui d'un coup, oui, effectivement, il y a un trouble au niveau de ce personnage-là. Donc, avec cette apostrophe, cette apostrophe a énormément de sens, c'est le diable est dans les détails, comme on dit, c'est que ça me donnait une voie d'accès à la jeunesse de Lancelot, qui est un peu le parent pauvre. On sait qu'il a été élevé par Adam du Lac, et c'est tout. On n'a pas grand-chose d'autre avant l'arrivée à Camelot et avant l'arrivée de ce personnage plus grand que nature, extrêmement imposant. Donc ce qui m'intéressait, c'était de voir l'avant, parce qu'on n'est pas... Personne ne naît le plus grand guerrier du monde ou le plus ceci. Il y a toujours une part de travail, il y a toujours une part de vécu qui fait que les gens vont évoluer différemment. Donc à partir de là, j'avais quelque chose à raconter qui était comment Lancelot devient Lancelot, comment il perd son apostrophe en fait, d'une certaine façon. Et c'est une quête d'initiation, tu l'as construit comme tel ? Comme tel, avec 3 épreuves. Alors là, je me suis replongé dans des bouquins de théorie mythologique et donc là, comme on est dans le monde celtique, j'ai découpé le roman en 3 parties. Celtique et romain. Alors romain, on est dans le post-romain puisqu'on est après la chute de Rome. Et surtout, c'est la suite de ton roman Uther Pendragon. Qui tournait autour de Uther Pendragon, qui s'appelait 3 coracles cinglés vers le couchant, voilà. Pas le rivage, le couchant. Et tu avais justement Rome qui s'effondrait. Et donc là, on suivait Uther. C'est une construction de récit qui est radicalement différente, parce que là, Lancelot, c'est une quête d'initiation, 3 coracles, c'était... C'est de l'ascension et la chute de Uther, en fait. Et donc, pour revenir sur la structure, donc en 3 parties, tu disais, il y avait 3 épreuves, en fait, une initiation avec 3 épreuves, avec une symbolique un peu celtique. Donc, dans les textes gallois, beaucoup de choses vont par 3. Donc il y avait 3 adversaires, 3 épreuves, 3 leçons et en filigrane 3 péchés, comme il parle le guerrier, qui font partie de son initiation aussi. C'est par l'erreur qu'on apprend, et donc les erreurs et les victoires de Lancelot sont tout autant importantes pour lui pour se construire et devenir quelqu'un qui est digne de la légende qu'il va rencontrer, parce qu'il va en fait toute cette initiation, c'est un chemin qui l'amène vers Arthur. Mais Arthur n'apparaît pas dans le roman, puisque mon sujet c'est Lancelot, et que j'aimais bien cette idée-là qui est d'ailleurs très arthurienne, d'un but inaccessible qui sort du récit. Et donc voilà, il a ces trois époques. Enfin, le récit se déroule sur à peu près 1 an après son arrivée en Grande-Bretagne. Il quitte. Alors là, je suis reparti. Qui est pareil, c'est discuté aussi, mais pas mal de gens s'accordent pour dire que Lancelot est d'origine française ou gauloise, et donc et comme la forêt de Brocéliande où il y a le lac est réputée être en armorique.
même si ça c'est une reconstruction plutôt du 19e siècle dans les faits. Faire partir Lancelot d'Armorique, lui faire traverser la Manche, arriver en Grande-Bretagne et passer une année d'errance à apprendre la vie, être un homme, être un chevalier. Enfin, être un homme, c'est plus loin. Être un homme, c'est plus... Ça en fait partie aussi, mais surtout, c'est un jeune homme plein de rêves. Et puis il se confronte, là en traversant la mer, il se confronte au réel. Et il se confronte notamment, le premier adversaire qu'il affronte est quelqu'un de beaucoup plus fort que lui. Donc la première leçon du guerrier, là je spoil pas trop le bouquin, sachant qu'on connaît l'histoire de Lancelot, mais... on sait qu'il survit. Voilà. Mais c'est la première leçon du guerrier, c'est quand un type tape vraiment très fort, taper plus fort que lui ne sert pas forcément à grand chose, et surtout c'est pas toujours possible. Donc comment l'affronter dignement et efficacement. Donc ça, c'est sa première leçon, par exemple. Et petit à petit, il continue d'avancer et se confronte, au fur et à mesure qu'il accumule les victoires, il engrange aussi une légende. Et là, il voit apparaître ce Lancelot sans apostrophe, qui est un personnage qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, et dans lequel il ne se reconnaît absolument pas. Donc il doit apprendre en même temps qu'il apprend à se conduire en guerrier, il doit aussi apprendre à négocier avec sa légende et à se mettre soit à la hauteur de sa légende, soit savoir comment se positionner par rapport à cette légende, ce qui est pas simple au départ. C'est tout le jeu de ton apostrophe, justement. Et c'est exactement tout ce que signifie cette apostrophe. C'est parce que justement cette apostrophe-là, tu t'es jamais donné l'envie de lui donner un vrai prénom, sachant que c'est Lancelot et l'apostrophe, donc bien un le vrai serviteur. Prénom, j'ai retrouvé dans des sources un prénom possible pour Lancelot qu'on utilise, qui est utilisé à un moment donné du livre, mais dans une espèce de vision. Donc il n'est pas je ne donne pas de forme définitive à ça. Mais oui, il a, avant de devenir ce surnom, il a un nom, mais ça fait partie d'une période de sa vie qui est révolue et à laquelle il n'a pas toujours accès. C'est-à-dire qu'il a vécu le lac, le lac est déjà quelque chose d'initiatique dans ce genre de légende, et que cette initiation a déjà fait de lui quelqu'un de nouveau dans sa prime enfance. Et donc à partir de là, sa nature la plus terrestre, la plus réelle, est déjà, à partir du moment où il traverse le lac, cette nature-là est déjà derrière lui. Et là aussi, il refuse pour le coup, autant sa légende, il a des difficultés à s'y confronter, autant son passé le plus lointain, il refuse même à un niveau quasiment inconscient et viscéral de s'y confronter. Oui, il a une sorte pas forcément d'amnésie, mais il rejette... Il y a un peu de ça, il y a une occultation en tout cas. En plus, tu fais des ponts avec tes différents romans, parce que sur Uther Pendragon, c'était quelqu'un qui avait côtoyé Uther et qui a élevé Lancelot. Alors qu'il avait côtoyé, c'était un guerrier de l'armée d'Uther qui vit dans le souvenir de ce grand homme et qui du coup inculque cette vision à Lancelot. Après, on rencontre plusieurs personnages qui ont été, il y a 3 autres personnages qui ont été plus ou moins proches d'Uther qui font des apparitions dans le roman, notamment Caradoc, alors qui lui est tout jeune homme quand il rencontre Uther, et c'est quelque chose qui le marque profondément, et qui 20 ans plus tard, il est encore dans le regret de choses qu'il n'a pas su dire à l'époque. Il y a aussi Ambrosius, qui pour le coup est un personnage historique plutôt bien attesté. C'est un général romain. Un général romain, de ce qu'on en sait, un général romain qui a combattu là-bas, mais dont on ne connaît pas les origines, alors qui était peut-être, selon certains historiens, un aristocrate brito-romain, et moi dont je fais effectivement quelqu'un qui venait de Rome pour essayer de remettre de l'ordre en Bretagne, mais c'était une manière pour l'empereur de se débarrasser de lui surtout, en disant voilà, il ne reviendra jamais de Bretagne, et dans les faits ça marche, puisque 20 ans plus tard, Ambrosius cultive son champ au fin fond de la campagne bretonne, en essayant d'oublier tout cela, quoi. C'est ce qui me fait penser aussi, peut-être tu connais sûrement l'œuvre de Camelot d'Alexandre Astier, où il y a justement ce général romain qui à un moment rejette cette affiliation bretonne. Il est coincé entre deux, et Ambrosius fonctionne un peu comme ça, d'une façon un peu plus... Il y a plus, comme diraient les Romains, il y a plus de gravitas aussi, comme diraient les Romains. Il y a une espèce le Ambrosius, dans les 3 coracles, se vit, lui, déjà comme un anachronisme. C'est-à-dire qu'il vit dans une espèce de culte de valeurs romaines, mais qui sont celles de la Rome républicaine, telle qu'on la voit à l'époque impériale. Donc il est lui-même vit sur une légende dont il sait, et il le dit d'ailleurs à ses compagnons bretons qui, eux, vivent dans la légende de la Rome impériale, et lui dit, mais c'est fini,
ça, c'est le truc, le rhum n'est plus qu'un squelette blanchi, qui blanchit au soleil. Enfin, moi j'y étais, je peux vous dire, je sais pas du tout ce dont vous me parlez. Donc ces romans-là jouent, comme je m'empare de légendes, je joue aussi dans les romans sur l'interaction entre le réel, la légende, la façon dont la façon dont on est et la façon dont on se raconte. Pour employer un mot un peu pompeux, une espèce de dialectique qui se met en place à ce niveau-là. Oui. Et ça fait partie des sujets qui m'intéressent dans un peu tout ce que je fais d'ailleurs, parce que même quand j'ai fait une bande dessinée sur la vie de Lovecraft, ce qui m'intéressait, c'était de tordre le cou à la légende de Lovecraft, la légende du misanthrope, etc. Et de montrer un Lovecraft beaucoup plus humain, qui allait manger des glaces avec ses copains, qui est un truc qui est attesté par ses notes et par ses lettres notamment, et les lettres de ses amis qui ont été témoins de certaines séquences. Et ça m'intéressait de montrer un Lovecraft qui n'est pas du tout le Lovecraft qu'on imagine à la lecture des romans. Donc ça se retrouve quelque part dans mes romans arthuriens. Parce que la geste arthurienne, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que Chrétien de Troyes, par exemple, c'est quelqu'un qui, 700 ans après les faits, à partir de sources parfois douteuses, reconstruit une époque pour y projeter des préoccupations de son époque à lui, et en utilisant ça comme patte pour raconter quelque chose qui lui appartient. C'est anachronique en fait. Mais Chrétien de Troyes est totalement anachronique, oui. C'est surtout que ce qui est rigolo, c'est que si on se fie aux sources saxonnes, qui sont déjà compliquées et qui sont après les faits, on peut postuler que Uther Pendragon a existé. Il y a de bonnes, après avoir pas mal gratté le truc, je pense qu'il y a de bonnes chances que Uther ait existé et qu'une partie de ce qu'on dit de lui est vrai. D'accord. Arthur, c'est beaucoup plus tangent. Le Arthur est beaucoup moins solide historiquement. Et c'est très intéressant parce que pour nous, Uther, on le voit avant tout comme le père d'Arthur. Pas comme le protagoniste en fait, de l'histoire de Et à partir de là, de se dire que on ne voit Uther que comme le père d'un personnage qui n'a pas existé, qui n'a probablement pas existé, ça c'est un paradoxe qui est vachement intéressant. Mais c'est parce que peut-être Uther à l'époque était peut-être pétri de faiblesse. Si tu me dis que les événements étaient avérés, c'est qu'il a peut-être commis aussi des péchés pour l'époque de. Pas dans les chroniques saxonnes, on a pour le coup les auteurs germaniques ont souvent ce chic pour mettre en scène de façon très imposante leurs adversaires valeureux. Ils aiment bien. Alors, c'est une manière aussi de se donner le beau rôle, puisque plus l'adversaire est puissant en face, plus ça veut dire que ceux qui l'ont vaincu sont puissants en retour. Mais c'est un trope qu'on retrouve en Islande, qu'on retrouve en Norvège, ces auteurs-là, et que les Saxons utilisent aussi, d'avoir du respect pour un adversaire valeureux. Et le Uther qu'ils décrivent est quelqu'un qui, effectivement, est capable d'être un guerrier impitoyable, qui a, dans certaines de nos chroniques, des punchlines, des punchlines assez classes. Enfin bon, il est présenté comme un valeureux guerrier. Et dans les chroniques saxonnes, jusqu'à 4 siècles après l'époque où est censé avoir vécu le roi Arthur, sur le roi Arthur, il n'y a rien. Uther est cité, Vortigern, donc le personnage que j'appelle Gordierne, pour avoir un nom plus proche du breton dans le roman, c'est un personnage qui est donné comme ayant existé, et il y a des chances que, effectivement, le personnage semble cohérent avec ce qu'on connaît de l'époque. Mais Arthur, non, les premières apparitions d'Arthur, c'est un personnage proverbial qui pourrait être, mais comme on pourrait parler de Robin des Bois, ou de dire, lui, il est fort comme Batman. La première apparition d'Arthur dans les sources, c'est limite, le truc, lui, il est fort comme Superman. Tiens, donc, c'est pas, dans une source historique, ça signifie pas que Superman ait existé. Donc on est sur ce genre de problématique, et de se dire, toute la vision pourtant très précise qu'on a de la geste arthurienne. Tu parlais de Camelot tout à l'heure. Par exemple, le Perceval de Astier est un personnage très comique, très lunaire, parfois extrêmement ridicule. Mais Astier est quelqu'un qui fait ses devoirs. Et donc son Perceval est absolument pas incohérent avec ce qu'on a du personnage qui est un personnage qui est toujours en décalage avec... Qui est très enfantin, parfois immature. Qui ne connaît pas, qui arrive, qui déboule dans un monde qu'il ne comprend pas, et qui s'adapte petit à petit, et qui n'intériorise pas les codes de la chevalerie et ce genre de choses. Il y a des choses qu'il fait naturellement, et puis d'autres où il y a tout un décorum autour, qui est un truc qui lui semble absurde, et donc il va se retrouver en marge de ça. C'est
le Perceval d'Astier est exagéré, mais il reste cohérent par rapport aux sources qu'on a, enfin à la version du personnage qu'on a dans les textes. Donc et pareil, le Lancelot d'Astier, alors il en fait un méchant, quelqu'un qui est tellement imbu de sa personne qu'il finit par basculer du côté obscur. Astier adore Star Wars et c'est quelque chose qu'il assume complètement de ce côté-là. Mais quelque part, oui, ce Lancelot-là est une réinterprétation du personnage classique, mais elle n'est pas choquante ni hors sujet par rapport au personnage. Donc de ce point de vue-là, enfin, on a de toute façon une vision claire et relativement cohérente de personnages qui sont des légendes, qui n'ont pas existé, de la même manière qu'on a une vision assez claire de Robin des Bois, et Robin des Bois c'est un mix d'au moins de 5-6 personnages ayant existé, dont on tient de s'appeler Robin a priori. Donc c'est toujours intéressant ça, et ça c'est de la même manière que les chroniques auxquelles il avait accès ont été un matériau brut pour Chrétien de Troyes pour faire cette usine, je m'inscris dans cette tradition-là en faisant ma cuisine à partir d'un imaginaire qui est le nôtre, de la même manière que j'ai repris par exemple Peter Pan en le repassant à la moulinette. C'est le privilège des auteurs, ça. Voilà, on peut s'amuser avec les jouets des autres. Ça, c'est le truc, c'est qu'il s'agit de ne pas les casser. Ouais. Mais et je pense que des personnages aussi grands, aussi ancrés dans notre imaginaire que ça, quoi que je fasse, même si je me loupais dans un bouquin, je les casserai pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours dans 1 an, 2 ans, enfin, sur Uthor Pendragon, Thomas Spock a écrit, enfin on a visiblement écrit à peu près en même temps, mais lui a sorti le sien un peu avant le mien. Il a sorti un Uthor Pendragon, où d'ailleurs on a comparé nos notes à un moment donné, et le truc, il a pioché dans les mêmes sources très anciennes pour certains éléments de son roman, sauf qu'il en a tiré des leçons, un imaginaire, des visions complètement différentes. Donc c'était très intéressant de voir comment chacun de nous, parce que quand on m'a annoncé la sortie de son bouquin, moi j'ai un peu blémi, je ne vais pas m'en cacher, j'étais « ah mince !» Et puis je regarde ce qu'il a fait et je m'aperçois que oui, il s'est emparé du même sujet, il en fait complètement autre chose. Et c'est ça qui est formidable avec ces outils-là, c'est qu'on peut projeter dessus nos préoccupations, notre sensibilité, et en faire quelque chose de relativement original, quand bien même on travaille sur des trucs qui sont même devenus des clichés de notre culture, et ça c'est toujours passionnant, quoi. Et tu parlais tout à l'heure des adversaires, un adversaire qui est assez important dans Lancelot, mais qui arrive vers la fin, on va dire, c'est Morgane. Alors Morgane, on en discutait tout à l'heure en off, il y a plusieurs versions de Morgane. Morgane, ça peut être une fée, ça peut être une dame, on va dire, perdue, sans repère, selon les adaptations, que ce soit en série télé, dans les récits épiques que tu as dû sûrement travailler. Et là, j'adore le Excalibur de John Borman, où la Morgane est fabuleuse. Bon, en plus, elle est jouée par Hélène Mirren, et donc je suis tout à fait partial dès qu'il y a Hélène Mirren dedans. Mais le truc, la Morgane du Excalibur de John Borman n'est pas la mienne, par exemple. Mais c'est pas grave. C'est Mais bon, mon approche, mon approche était d'essayer de repartir le plus loin possible dans ce qu'on avait comme source, de voir quelles étaient les versions les plus anciennes des personnages quand on y avait encore accès. Ce qu'on a de plus ancien sur la Morgane, c'est la Morrigu, qui est une déesse de la mort chez les Irlandais, et qui a des contreparties en Grande-Bretagne et tout ça. Mais on a un peu moins accès en fait à une partie du folklore et de la mythologie spécifique de la Grande-Bretagne, et les Irlandais étaient déjà un peuple à part. Mais on voit, même chez les Gaulois, on a semble-t-il, des équivalents. Donc j'en fais une espèce de déesse, et une déesse qui est effectivement qui parraine une espèce d'hiver du monde, puisque là, entre l'effondrement de l'Empire romain, des changements climatiques qu'on a eu à cette époque-là aussi, enfin des bouleversements, on rentre, et le fait que même en termes historiques, de sources historiques, on est face à un siècle et demi de nuit, où on n'a rien, on n'a pas de texte directement écrit à l'époque en Grande-Bretagne qui décrivent quoi que ce soit. On n'a que l'archéologie et des références ultérieures pour savoir ce qui s'est passé. Donc on est vraiment dans un creux de vague, et donc une déesse de la mort qui préside à une sorte d'hiver du monde,
Ça me semblait intéressant symboliquement. Donc ça, j'aime bien jouer avec ce genre de choses-là aussi. Et donc ça fait une Morgane qu'on n'a pas forcément beaucoup vue dans les autres versions arthuriennes. Mais pareil, que je peux défendre. J'ai mes jetières, faire regardez, ma Morgane n'est peut-être pas cohérente avec celle de Thomas Malory ou celle de tel auteur du XIVe siècle, mais par contre, je peux la défendre avec des sources. Et puis elle me semble, elle me semble intéressante parce qu'elle-même a des objectifs à elle. Elle a en tant que déesse, elle a un niveau de responsabilité qui est encore supérieur à celui des rois et des princes que je mets en scène. Donc, et une approche presque inhumaine de ces problématiques-là, alors qu'elle est opposée à une autre fée qui est beaucoup plus proche et qui est un personnage assez trouble, qui aide Lancelot, qui aide Lancelot notamment, et qui a un vrai amour de l'humanité et qui s'implique trop, auquel justement Morgane reproche de trop s'impliquer dans les affaires des hommes d'une façon trop personnelle, et en lui disant ça te jouera des tours et tu seras en plus peut-être contre-productive. Donc il y a cette tension-là, ça me permet de créer une tension intéressante au niveau même au-dessus, même si c'est quelque chose qui apparaît moins dans le roman, qui est c'est cette vision un peu plus mystique des choses apparaît dans le roman et sert de fil conducteur au cycle que j'ai mis en place. Parce que là, tu nous parles de fées, il y a aussi la légende avec la Dame du Lac, et même Excalibur, à un moment. Tu as construit comment ta magie? Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que dans le 3 Coracles, c'est plus des visions, c'est presque mythologique dans le sens où Uther, à un moment, va traverser une sorte de frontière du monde réel. Toi, tu as construit comment ta magie? Ou est-ce que tu dis, je vais juste rester sur les superstitions? Parce que Morgane a l'air très puissante, mais elle est, sans spoiler, elle rencontre Lancelot et Lancelot gagne, quoi. Il vainc une puissance divine. Alors comment tu l'aperçois, cette magie? Alors c'est toujours la puissance divine est toujours un problème quand on la met en scène dans un roman, et même même dans les mythes. C'est-à-dire qu'un dieu trop puissant finit par devenir un Deus ex machina, et c'est jamais bon. Ça torpille toute dramaturgie. Et en fait, on s'aperçoit que plus un dieu est puissant, moins il intervient dans les affaires du monde. Et plus il est possible de l'empêcher d'intervenir dans les affaires du monde, parce que de toute façon, de par sa puissance, s'il décide d'intervenir pour de bon, c'est forcément destructeur. Dans la Bible, on a à la suite du déluge, Dieu intervient pour la dernière fois à grande échelle dans les affaires du monde et le regrette. C'est le symbole de l'arc-en-ciel. Voilà. Dieu regretta d'avoir détruit les hommes et promit de ne plus jamais déchaîner le déluge d'eau sur le monde et mit son arc dans le ciel comme symbole de ça. Et on retrouve ça dans plein d'autres mythologies sous diverses formes. Il y a un moment où un dieu trop puissant, de par sa simple présence, met en danger le monde qu'il a créé, dont il se retire. Et c'est pour ça que les dieux les plus puissants du ciel, les Ouranos chez les Grecs, etc., sont décrits comme châtrés par les dieux ultérieurs pour éviter justement cet impact. Et en fantasy, ça se retrouve chez Tolkien, les Valar qui séparent leur île magique de la Terre du Milieu, parce qu'à la fin du Premier Âge, ils sont intervenus contre Morgoth et ont tout pété, et que la carte change drastiquement entre les deux. Tolkien s'y connaissait très bien en mythologie, et il sait précisément ce qu'il fait en mettant en scène ce genre de choses. Donc là, il y a une Morgane qui préfère intervenir le moins possible dans les affaires du monde, laisser certaines choses naturelles suivre leur cours, parce que de par sa puissance, elle incarne aussi une certaine idée une facette de la nature, qui est la mort, mais aussi l'hiver, la dormition des choses, et qu'à un moment, le cycle doit passer par cette redescente et ce repos du monde. Et donc à partir de là, elle va pas, ce serait contradictoire pour elle d'apparaître en majesté et de sortir, de jeter des éclairs ou des boules de feu. Donc on est sur des problématiques de puissance de cet ordre-là. Et c'est justement ce qu'elle reproche à sa collègue qui intervient, alors qui est beaucoup moins puissante, qui intervient avec des pouvoirs plus classiques. Elle peut faire souffler le vent, elle peut faire monter la brume, mais elle va pas non plus entraîner des destructions colossales. Elle peut éventuellement influer sur l'esprit des hommes, mais elle a pas on n'est pas sur c'est pas Dragon Ball, quoi.
D'accord. Alors après, c'est le genre de truc que j'aime bien mettre. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le super-héros. J'aime bien mettre en scène des types qui balancent des boules de feu et rasent tout. Enfin, le truc, j'avais proposé à une époque un scénario des métabarons ou ce genre de choses, donc qui n'avait pas été retenu. Mais ça m'intéresse aussi. Mais là, pour ce genre de choses, c'est intéressant d'aller justement dans le fonctionnement intime des mythes. Et de s'apercevoir que c'est plus Dionysos qu'on va voir intervenir plus parce que c'est un dieu en fait extrêmement mineur et que les grands dieux les plus puissants, chaque fois qu'ils interviennent, c'est la guerre de Troie, ce genre de choses. Là, on a dès lors qu'ils dévoilent leur puissance, les humains ne peuvent pas supporter et d'ailleurs on voit bien que d'être trop en contact avec ce genre de puissance fait partie des choses qui ravagent peu à peu Uther dans le tome précédent, quoi. D'accord. Et que même Lancelot, qui a été intimement en contact avec ces puissances-là dans son enfance, en ressort abîmé d'une certaine façon. Donc là, on a évoqué Uther, on a évoqué Morgane, on a évoqué même Yvain, il y a Gauvin, il me semble. Alors Gauvin apparaîtra, Gauvin est prévu au tome 3 parce qu'on a Caradoc. Oui, Caradoc. Et ton cycle, donc on entreaperçoit Arthur systématiquement, donc ça va être dans Uther à la fin. Il est évoqué sans être nommé. Dans Lancelot, en fait, on ne le rencontre jamais, parce qu'en fait c'est justement une quête uniquement centrée sur Lancelot. C'est une puissance lointaine auquel se réfèrent les chefs de ville, les genres de choses. C'est ça. À l'image de ce que pouvait être l'Empire romain, et vers sa fin, on se réfère à quelque chose de plus puissant, mais qui ne nous touche pas directement. C'est quelque chose d'ailleurs auquel est confronté Uther dans les Trois Coracles, puisqu'à un moment il combat le roi Vortigern, mais au moment de la mort de Vortigern, il s'aperçoit qu'il ne sait même pas quelle tête il avait, c'est-à-dire qu'ils ont combattu par gens interposés, et que Uther est à un moment retranché dans une forteresse dont Vortigern, Gordierne est retranché dans une forteresse. Uther retrouve sa trace, met le siège et s'aperçoit qu'il ne pourra pas le déloger de là. Donc le seul moyen qu'il a de mettre fin à cette guerre, c'est de mettre le feu à la forteresse. Quand la poussière retombe, il s'aperçoit qu'en fait il haïssait son adversaire pour plein de raisons, et parfois plein de bonnes raisons, mais il ne l'avait jamais rencontré, ne savait pas quelle tête il avait, et qu'il y avait ce côté lointain. Et ça, cette distance du pouvoir, qu'on retrouve aussi chez les dieux, c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans ce genre de récit. Et on voit dans Chrétien de Troyes, Arthur est un personnage ultra secondaire, quoi. C'est autant au moment de... Il donne des ordres, en fait. Il donne des ordres, les gens tirent leur pouvoir de leur allégeance à Arthur. On a un certain nombre dans Lancelot, on a un certain nombre de chefs locaux qui dirigent telle province ou telle ville au nom d'Arthur, mais c'est tout. C'est du moment qu'ils envoient effectivement leur tribu. Voilà, et que quand il y a des ordres, les ordres arrivent, on applique les ordres, mais rares sont ceux, par exemple le personnage de Caradoc dans Lancelot, a rencontré Uther, et suite à des choses qu'il a intériorisé à ce moment-là, en fait, ne se sent pas digne de rencontrer Arthur. Et c'est l'objet d'une discussion d'ailleurs avec Lancelot, qui lui se prépare à accéder à cette dignité-là, mais n'y est pas encore. Et il se pose la question, quand serais-je digne d'accéder à level up, comme on pourrait dire. C'est ça. Et donc là, pour l'instant, Arthur n'a pas de visage, on va dire. Donc très brièvement, tu penses encore aborder des personnages mythiques de la geste arthurienne ? Tu as déjà peut-être une idée du nombre de romans ? Alors ce sera un cycle en 3 parties. Alors au départ, quand j'ai écrit les Trois Coracles, mon idée était vraiment c'est le personnage d'Uther qui m'intéressait. Et j'avais travaillé le truc là-dessus, tout en plaçant des bases effectivement d'une mythologie interne à mon roman, de problématiques mythologiques qui n'étaient pas sur lesquelles je n'avais pas forcément jusqu'au bout, elles étaient sous-jacentes. En fait, quand il est sorti, des lecteurs m'ont posé la question, est-ce qu'il y aurait une suite ? J'étais là, je me dis, mais non, j'ai pas prévu, j'avais même pas réfléchi, soyons honnêtes. Mettez la pression aux auteurs, c'est bien. Et dans la semaine qui a suivi, du coup, le truc m'était resté dans la tête en disant, de toute façon, si je devais faire une suite, parce que tout a été fait sur le geste arthurienne, donc si je devais faire une suite, qu'est-ce que je ferais ? De toute façon, il n'y a pas... Puis d'un coup, tilt le truc en disant, mais si, sur Lancelot, j'ai un boulevard pour faire un truc sur Lancelot. Je commence à y réfléchir, à prendre des notes. Je travaille beaucoup, je pense beaucoup sur le papier, en prenant un calepin, en prenant des notes, en assemblant des idées dans ma tête. Puis de me dire, oui, dans ce cas, si je fais un Lancelot, je ne peux pas ne pas faire un Perceval derrière. Et Perceval est plus compliqué pour plein de raisons.
Et donc, j'ai commencé à mettre en place la suite du cycle. Et normalement, alors, il y a un certain nombre de symboles attachés à Perceval qui font qu'il est parfait pour boucler ce genre de cycle. D'accord. Où si on commence avec une séparation de la Bretagne de l'Empire romain, une séparation des peuples, la confrontation du christianisme qui arrive à ce moment-là dans les îles britanniques et de l'ancien paganisme, qui est déjà un paganisme qui a beaucoup évolué du fait de l'influence des Romains, d'influences plus orientales comme le culte de Mithra. Donc on est sur quelque chose sur une période un peu fluctuante. Et que quelque part, le Perceval peut devenir celui qui va opérer la synthèse nécessaire à ce moment-là. Et donc je peux finir mon cycle sur Perceval, donc ça fera un triptyque. Alors à moins que quelqu'un débarque quand j'aurai sorti Perceval. Mettez beaucoup plus de pression. Oui, sauf que là, je pense avoir... T'as déjà de la matière. Là, j'ai déjà de la matière, et le Perceval, là, j'ai attaqué la rédaction du Perceval, et c'est des bouquins toujours compliqués à écrire, parce qu'il faut confronter plein de sources, il faut faire le tri dedans, il faut effectivement monter un peu une mayonnaise symbolique qui soit cohérente, qui soit satisfaisante, et puis qui soit pas trop appuyée non plus, parce qu'on n'est pas là pour faire une thèse, pour écrire une thèse non plus, quoi. Donc, c'est des choses qui sont faites pour supporter effectivement la lecture, la réflexion dessus, et puis que chacun aille y trouver des symboles qui lui parlent, mais comme les mythes eux-mêmes. Donc voilà, le truc, quand j'aurai bouclé le Perceval, il sera temps peut-être de passer à autre chose. Et de toute façon, j'ai d'autres projets aussi dans d'autres domaines. Enfin, j'ai fait de la western fantasy au mouton électrique, du comic Lovecraftien chez Léa. Donc j'aime bien aussi... même dans leur structure, les 3 tomes de la trilogie arthurienne sont à chaque fois différents. Ils ne sont pas construits de la même façon, ils n'ont pas le même point de vue, j'ai pas envie d'écrire 3 fois le même bouquin, et je ne suis pas certain que les lecteurs aient envie de lire 3 fois le même bouquin. Donc j'ai vu des lecteurs qui étaient désarçonnés d'ailleurs par la forme très différente du Lancelot, et puis qui ont... En avançant dedans, ont compris à quoi jouer avec. Mais effectivement, je cours le risque de désarçonner le lecteur. D'un autre côté, c'est toujours bien, je crois, de mettre un petit peu en danger le lecteur, quand il a l'impression de partir sur un sentier battu, de le prendre par la main, lui faire un pas de côté, de l'emmener dans les buissons, puis lui montrer des trucs qu'il n'aurait pas vu s'il était resté sur le sentier. Donc c'est ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, quoi. Et écoute, ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Alex. Merci de l'invitation. Je suis très content qu'on ait finalement pu faire cette interview Imaginelle 2022 en différé. Après quelques ratés de mise en place. C'est ça. Écoutez, quant à vous, foncez en librairie pour découvrir donc la geste arthurienne d'Alex, mais aussi ses BD et aussi son petit roman, c'est l'île de Peter, c'est ça ? L'île de Peter, oui, sur Peter Pan, où je m'emparais de Monsieur Mouche, du Capitaine Crochet. Enfin, c'est surtout Monsieur Mouche qui m'intéressait. Et puis, je me suis aperçu que le Capitaine Crochet, avec sa faconde, avec ses grands effets de manche, son côté génial et grandiloquent, était super agréable à écrire. Donc, il a fait que je me retienne pour pas qu'il phagocyte tout le bouquin. Voilà, c'est une réécriture assez décapante, donc je vous invite vraiment à découvrir tout le travail d'Alex. Merci. Et écoutez, Alex, merci encore. C'est un plaisir. Salut. Merci.